Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au Forum du patrimoine. Nous sommes à Paris, au Salon international du patrimoine culturel, où nous avons posé nos caméras pour 3 jours d'échanges, de débats, avec des entreprises, des experts, des architectes, des associations du secteur patrimonial. Cette 5e édition du Forum est organisée par le magazine Atrium et Atelier d'Art de France. Actuellement, nos députés examinent le projet loi de finances, c'est-à-dire le budget. Ces débats concernent bien évidemment le patrimoine et soulèvent quelques inquiétudes au sein des acteurs de la filière. Après des années plutôt fastes liées aux effets JO ou plan de relance, sommes-nous menacés par l'austérité économique ? Je reçois 3 intervenants qui représentent la partie maîtrise d'ouvrage, la partie maîtrise d'œuvre et les entreprises, qui sont tous impliqués, bien sûr, dans cette question du budget. Je reçois donc sur le plateau tout d'abord Alexandra Proust. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste représentante de la demeure historique. Tout à fait. À vos côtés, Richard Boyer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du GMH, donc le groupement des entreprises de restauration des monuments historiques. Et vous êtes également directeur général de la SOCRA. Enfin, Christian Laporte, bonjour. Bonjour. Vous êtes architecte du patrimoine et président de l'association des architectes du patrimoine. Parfait. Pour commencer, déjà, est-ce que vous pouvez un peu nous dire ce que l'on sait de ce projet de loi de finances, de ce budget ? En définitive, pas grand-chose dans le détail. On sait... Oui, oui. C'est bon. Oui, le culture semble être stable par rapport à l'année dernière. En revanche, la partie du programme 175 qui concerne la restauration des monuments historiques et la répartition au sein de ce programme est beaucoup plus floue. Et c'est la première année que l'on n'a pas le détail en fait de cette répartition. Ce que l'on sait, c'est que sur ce programme 175 patrimoine, il est en baisse d'à peu près 23% par rapport au budget de l'année dernière, au niveau des autorisations d'engagement. Donc, a priori, déjà une première inquiétude sur la baisse. Sur une baisse, oui. Est-ce que... Alors après, c'est vrai que nous, au niveau des propriétaires privés des monuments historiques, donc qui sont dans cette masse un peu globale de monuments n'appartenant pas à l'État, c'est vrai qu'on a des difficultés. C'est vrai que sur le papier, comme ça, c'est pas forcément catastrophique. Mais c'est vrai qu'après, sur l'exécution qui vont être faites de ces crédits, et notamment des transferts potentiels, la fongibilité des crédits, et c'est compliqué d'avoir une analyse sur le prévisionnel. C'est vrai que nous, c'est vrai qu'on préfère du coup parler sur l'exécuté, qui pour nous est plus représentatif et nous permet d'avoir une analyse un peu plus fine de l'action de l'État en faveur des monuments historiques privés. Même sentiment partagé, il y a une incertitude, effectivement. Cela étant, il ne faut pas trop non plus se faire d'illusions. On est dans une période de restriction budgétaire. On demande des efforts financiers aux collectivités territoriales, à tout le monde, à tous les ministères. Je ne pense pas qu'on sera sur une dotation budgétaire majorée par rapport à celle qui vient de se faire. Donc nous, on s'attend quand même effectivement à une période de restriction. Après, de quelle ampleur elle va être, personne ne le sait aujourd'hui. Et je pense qu'on souffre aussi. On est pénalisé par le fait que le vote du budget, finalement, n'est pas encore tout à fait établi. Et que du coup, même au sein même du ministère, je dirais, c'est aussi le flou. Je pense qu'on entretient volontairement ce flou aujourd'hui parce que voilà, ils veulent ni annoncer dans un sens une bonne nouvelle ou dans un autre sens une nouvelle alarmante. Mais en tout état de cause, on sent que cette période où on ne dit rien n'est pas très encourageante ou en tout cas ne laisse pas présager de bonnes choses. Voilà. Et c'est assez inédit, c'est ce que vous disiez d'habitude, vous avez peut-être un peu plus d'informations D'habitude, oui, au courant octobre, on a déjà des informations sur cette répartition au sein du programme 175 et là, pour le moment, on ne l'a pas. L'action 1 de ce programme, c'est l'action réservée donc, aux monuments historiques et à leur restauration et qui est généralement la ligne qui est la plus dotée. Voilà. Là, aujourd'hui, on n'en a aucune certitude. Le GMH milite pour un maintien d'un budget autour de 500 millions qui est à peu près le budget nécessaire pour la restauration des monuments historiques au niveau du budget de l'État. Sachant qu'ensuite, il y a l'effet de levier avec les collectivités territoriales qui permettent d'augmenter ce fonds. Mais si le désengagement de l'État était affirmé, on aurait sûrement en répercussion des collectivités territoriales qui prendraient moins le risque d'engager des travaux et donc une répercussion au niveau des territoires.
Nous, si je peux me permettre, le sentiment qu'on a aussi, c'est que les difficultés que ressentent nos propriétaires, c'est qu'à l'heure actuelle, un propriétaire qui souhaite s'engager dans une opération de restauration, les DRAC sont très serrés budgétairement parlant et les programmes sont pratiquement bouclés jusqu'à toute l'année 2025. Là. Donc ça veut dire qu'en fait, la latitude qui est laissée aux DRAC de pouvoir financer éventuellement des opérations qui n'étaient pas forcément prévues en N-1 est de plus en plus compliquée. Et donc la difficulté pour les propriétaires gestionnaires, c'est de faire des sortes de programmes pluriannuels de travaux en lien avec les DRAC, mais on sait tous la difficulté que c'est de gérer ce genre de patrimoine et des aléas climatiques, pour pouvoir pourvoir à ces opérations. Et donc c'est vrai que les relations avec les services de l'État sont toujours bons, il n'y a pas de problème, mais les relations se distendent un peu, on sent qu'il y a moins de proximité, moins d'aide aussi, parce qu'ils sont sous tension, et la tension elle est autant sur les budgets que dans les équipes des conservations et des UDAP. Et donc forcément ça nuit à terme du coup à cette exécution, nous pensons. Voilà. Pour compléter, à travers ce devoir de vigilance qu'on exerce, et c'est normal par rapport à, je dirais, le panorama de ce qui se profile pour nos professions respectives pour 2000 et nos fonctions respectives pour 2025, ce que l'on cherche à faire comprendre à l'État, c'est que la politique d'accompagnement patrimonial, la politique patrimoniale de l'État, elle ne peut pas procéder, je dirais, d'une courbe sinusoïdale. La politique patrimoniale de l'État, l'accompagnement sur les édifices, c'est comme l'entretien de ces édifices. Il doit être continu, constant parce que les fulgurances et les creux de vague, il n'y a rien de plus néfaste pour la profession, pour la perpétuation des savoir-faire, pour maintenir effectivement un niveau d'activité dans des secteurs qui sont toujours à flux un peu tendus. Et on l'a bien vu, quand il y a des phénomènes de fulgurance, on a des phénomènes je dirais, d'inflation des prix qui sont un peu immédiats, on a des phénomènes de recrutement de main-d'œuvre. Et puis, on imagine que si on se retrouve dans le creux de la vague demain, alors que des entreprises ont embauché massivement il y a 1 ou 2 ans, on va se retrouver avec un vrai problème où on va devoir licencier même du personnel. Donc, cette politique d'accompagnement, c'est pour ça que nous, on plaide dans une idée que ça doit être une constante, la politique patrimoniale de l'État, surtout avec le parc, je dirais, patrimonial que l'on a en France, les monuments historiques. On est la première destination touristique mondiale pour ce patrimoine-là. Ça ne peut pas souffrir de quelque chose qui relèverait de fulgurance et d'un caractère trop sinusoïdal. Nous, on se bat pour ça. C'est la raison pour laquelle au GMH on parle de sanctuarisation de ces fameux 500 millions. Derrière les monuments que l'on restaure, il y a des entreprises, comme le dit Christian. C'est très important et on ne peut pas effectivement être juste une variable d'ajustement. On a fait les efforts pour travailler sur les chantiers liés aux Jeux Olympiques. On l'a vu pendant 15 jours. On a vu des épreuves qui se déroulaient dans un écrin merveilleux qui était en fait exclusivement que des monuments historiques. Donc au niveau du monde, c'est ce qu'on a montré, c'est le patrimoine de la France. Le plan de relance qui venait juste de se terminer. Donc nous, entreprises, sans parler de Notre-Dame, parce que là on est sur d'autres types de budgets, mais on a mis en place les moyens pour justement relever le défi de restaurer ces monuments en embauchant, en formant. Là, si du jour au lendemain on nous dit il n'y a plus d'argent, on est obligé de réduire les budgets, on aura passé 5 ans à former des futurs chômeurs. Et pour nous, c'est un crève-cœur. On peut pas fonctionner comme ça. Donc c'est pour ça qu'effectivement, il faut militer pour un maintien ou une stabilisation du domaine. C'est vraiment de l'orfèvrerie. On peut pas se permettre d'embaucher, licencier. On est sur du temps long, on est sur des métiers précis, des savoir-faire ancestraux que l'on transmet, et on ne peut pas comme ça du jour au lendemain tout plaquer. C'est du temps long, voilà, c'est très important. Oui, pour rebondir à ce que vous dites, effectivement, les monuments historiques sont vraiment des acteurs de la dynamique des territoires et ils sont vecteurs d'emploi aussi au niveau local et permettent à des entreprises d'exister. Ce sont aussi des lieux des fois reculés dans des zones rurales d'accès à la culture qui permettent aussi d'avoir un accès à cette culture. Quand je parle de culture, je ne parle pas de la culture cinématographique et tout l'accès aux loisirs. Je parle vraiment dans un accès de patrimoine, l'accès à la culture dans le sens profond du terme. Et du coup, c'est vrai que permettent d'avoir cette sanctuarisation des crédits et permettent à ces maîtres d'ouvrage d'enclencher ces opérations. 50% du patrimoine est détenu en main privée, donc c'est quand même important. Et ça permet d'avoir un cercle vertueux dans des zones qui en ont besoin aussi. L'argent investi
investit dans la restauration du patrimoine, c'est des retombées économiques très importantes. Exactement. En définitive. Il y a eu des rapports qui sont peut-être un peu anciens, mais qui démontraient qu'environ 1 euro investi dans la restauration d'un monument historique, c'était un peu plus de 20 euros de répercussion au niveau de l'économie locale. Donc c'est certes faire peut-être des économies, mais en fait ce sont des investissements sur du long terme. Pour les territoires, oui. Bien sûr, pour les territoires, c'est très important. Et pour la communauté des architectes, quelles seraient les inquiétudes liées à ce projet de loi ? S'il se confirme qu'il y a une baisse de la dotation budgétaire pour la restauration des monuments historiques, la répercussion immédiate, ça va être la participation des collectivités territoriales. On le voit déjà aujourd'hui, il y a l'argent de l'État d'une part, et puis il y a souvent l'accompagnement qui est fait par les collectivités territoriales pour boucler les plans de financement, notamment des mairies, des petites communes qui n'ont pas d'autres moyens que de passer par ces aides. Et on le sent déjà aujourd'hui, on a des collectivités territoriales qui sentent déjà le vent tourner et qui se sont désengagées de certains projets qui sont en suspens. Alors pour ma part personnelle, je peux vous citer 3 exemples d'édifices pour lesquels le chantier ne peut pas commencer parce que les collectivités territoriales se sont désengagées du projet. Et puis le second risque que je vois dans cette restriction budgétaire, si elle s'avère juste, c'est que va faire l'État ? Les DRAC vont percevoir des dotations budgétaires revues à la baisse. Elles ont 2 possibilités. Soit elles réduisent le nombre de projets subventionnés pour pouvoir rentrer et boucler leur dossier, soit elles vont faire ce que l'on appelle du saupoudrage, et c'est presque pire. Parce que le saupoudrage, finalement, ça consiste à dire on va donner un peu moins, mais à tous. Et en définitive, c'est ce qui ne permet pas de boucler les plans de financement. On s'en aperçoit, l'expérience le prouve, quand vous faites du saupoudrage, finalement ça ne contente personne, parce que vous ne pouvez pas concrétiser, monter un dossier, boucler un plan de financement. Donc s'il doit y avoir une baisse, il faudrait presque avoir le courage de l'assumer et de dire, en définitive, on va privilégier ce qui est le plus urgent, bien entendu, le plus important pour le patrimoine. Mais encore une fois, moi j'appelle vraiment de mes voeux, et je ne sais pas si un jour cette émission sera vue par les hautes huiles du ministère, on l'espère. Moi je leur demande de bien considérer, on l'a tous rappelé ici à cette tribune, c'est une constante, la restauration du patrimoine. On ne peut pas fonctionner autrement. C'est une variable qui n'est pas une variable d'ajustement. Voilà. C'est la meilleure réponse que l'on puisse faire. C'est exactement l'analogie, on fait la même analogie qu'avec l'entretien du patrimoine. Il est continu. C'est ce qui coûte le moins cher. Oui, donc on attend vraiment que l'État assume son rôle de chef de file, en fait, c'est ça pour... Absolument. Parce que, oui. L'argent qui ne sera pas mis cette année, il va falloir peut-être multiplier par 2 ou 3 dans quelques années. Donc il y aura un nouveau plan de relance qui va faire que l'activité va réaugmenter. Enfin voilà, c'est exactement ça, cette fameuse courbe, la sinusoïdale, qui ne convient pas du tout à nos domaines d'activité. Et quels sont les moyens d'action pour vous, pour le groupement des entreprises monuments historiques, pour la demeure historique, pour l'association des architectes du patrimoine ? Est-ce que vous avez des moyens d'alerter ? C'est ce qu'on fait. Voilà, c'est essaie, des moyens très basiques de communication en région, dans les territoires, auprès de nos élus, auprès des parlementaires, des journalistes locaux qui font monter un peu la mayonnaise pour que ça arrive au niveau national. Mais on n'a pas beaucoup d'autres moyens que ceci. Non, on n'a pas la main sur le budget. Nous, ce qu'on peut simplement effectivement dire, c'est que notre rôle, d'ailleurs, c'est de sensibiliser et de dire, voilà, si jamais vous ne mettez pas les crédits en face des lignes budgétaires et en face des besoins des maîtres d'ouvrage et des propriétaires de manière globale, d'ailleurs, maîtres d'ouvrage publics ou privés, le risque, c'est d'avoir un état sanitaire du patrimoine qui va se dégrader. Et comme on dit, la nécessité, les travaux, c'est du continu. On ne peut pas se permettre de faire des travaux des fois pendant plusieurs années. Donc le risque, c'est d'avoir un état sanitaire du patrimoine qui se détériore. Et à part ces subventions d'État, est-ce qu'il y aurait d'autres moyens de financer ces chantiers ? Alors les propriétaires privés... la plupart des propriétaires privés, donc évidemment, demandent des subventions d'État avec des taux qui sont entre 20 et 40% selon le degré de protection. Après, c'est vrai qu'ils peuvent aussi faire appel à des subventions des collectivités, donc régions et départements, avec effectivement aussi cette problématique qu'on a d'avoir d'une part certaines régions qui ne financent pas la restauration du patrimoine privé.
Donc, ce qui permet aussi à certains propriétaires de ne pas bénéficier de ce fameux fonds incitatif partenarial qui permet de majorer des subventions de la DRAC si jamais la région s'inscrit dans le programme. Donc, il y a déjà cette problématique-là. Et puis après, avec les départements qui, pour pratiquement la moitié, n'ont pas d'intervention aussi en faveur des monuments historiques privés. Après, on peut avoir une intervention, mais si on ne met pas le budget en face, voilà, ça ne va pas servir à grand-chose. Les propriétaires privés ont accès depuis 2008 à ce qu'on appelle le mécénat affecté. Donc, qui permet donc d'avoir des fonds de mécénat. La demeure historique est agréée par Bercy pour relever des fonds de mécénat via des conventions qu'elle signe avec les propriétaires, a levé presque 19 millions d'euros depuis 2008 via 330 conventions, mais ça reste un dispositif pareil qui nécessite beaucoup d'engagement, et c'est vrai qu'encore une fois aussi, dans les zones rurales, c'est beaucoup plus compliqué des fois de faire appel à du mécénat. On parlait des bâches publicitaires tout à l'heure, je vais vous laisser la parole tout de suite dessus, mais c'est vrai que nous, sur les bâches publicitaires, dans une zone rurale, dans Paris, il n'y a pas de problème, hein, mais voilà, c'est plus compliqué pour d'autres. Ouais. Alors là, effectivement, c'est un sujet d'actualité puisqu'il y a un amendement qui prévoit la suppression de cette dérogation qui permet en fait, grâce à la mise en place de publicité sur des échafaudages, de payer tout ou partie, mais la plupart du temps, c'est quasiment tous les travaux de restauration d'un monument historique. Alors effectivement, c'est un sujet qu'on va dire très parisien. Ça a rapporté, depuis 2009, quasiment 200 millions d'euros. Qui ont permis la restauration de l'Opéra Garnier, de l'Hôtel de la Marine. Voilà, ce sont des édifices qui bénéficient effectivement de cet apport d'argent supplémentaire, mais qui n'est pas de l'argent qui vient des contribuables. Donc ça, il faut bien s'en rendre compte, c'est très important. En revanche, si cet amendement passait, c'est-à-dire s'il n'est plus possible de financer les travaux, encore une fois, hein, c'est les travaux du bâtiment sur lequel apparaît la bâche, en région, ces monuments, tels que l'Opéra Garnier, on ne va pas les laisser en déshérence. L'État va devoir continuer à les entretenir. Par contre, l'argent, il faudra le trouver quelque part. Et à mon avis, on va récupérer sur des fonds attribués au DRAC en région de l'argent pour financer ces travaux en priorité. Donc ça aura des répercussions, en fait, sur toutes les DRAC. Alors c'est peut-être très alarmiste, mais moi, je ne vois pas d'autre moyen que de continuer à entretenir ces grands monuments historiques à Paris ou dans des grandes villes, puisque le principe des bâches, on peut le retrouver aussi à Bordeaux, à Lyon, mais c'est quand même assez anecdotique. Ça aura une répercussion sur l'enveloppe globale sur la restauration des monuments historiques, et les impacts seront directement ressentis en région où les DRAC auront encore moins d'argent. Donc cet amendement en fait est totalement contre-productif. D'ailleurs, je comprends pas. Je comprends pas que les gens n'arrivent pas à comprendre que cet argent qui est récupéré va en totalité à la restauration du monument qui, effectivement, pendant un an ou un an et demi, va être bâché. Sincèrement, je préfère avoir une jolie publicité sur une bâche que des simples bâches blanches, là, comme on a, nous, souvent dans nos régions. Voilà, il faut savoir que c'est temporaire. Alors peut-être qu'on peut dire que c'est un mal pour un bien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'argent va directement à la restauration des monuments sur lesquels la bâche est posée. Donc c'est très important. Nous, on le sait, ça, Richard, mais je pense que justement, cet amendement, il découle aussi. Il y a eu pas mal de plaintes, hein, de riverains, d'associations, voilà, qui militent pour empêcher cette pollution visuelle. Peut-être qu'ils ne sont pas vraiment informés du pourquoi de ces bâches et finalement du caractère vertueux qu'elles peuvent avoir. Moi, je préfère avoir un peu de publicité pendant 2 ans, mais d'avoir un monument restauré. Donc, je crois qu'il faut un peu savoir ce que l'on veut, et il faudrait peut-être que ces gens-là puissent soient informés. C'est-à-dire que je suis même pas sûr qu'ils le soient. Moi, j'ai entendu des bruits comme quoi mais c'est de l'argent à la ville de Paris. J'ai entendu dire cette publicité, c'est la ville de Paris qui s'en met plein les poches. Je crois qu'il y a beaucoup de confusion dans le genre. Hein, voilà. Ouais. Donc, je pense que si on informe un peu plus les gens, alors le levier, les bâches, c'est un levier pour les grands projets, les grands chantiers où on a un parc d'échafaudage important. Sur les petites communes et que l'on voit en région ou ailleurs, on s'aperçoit qu'effectivement c'est un levier qui est totalement, qui n'a absolument pas de sens. Il faut en trouver d'autres, mais en tout cas, c'est de l'argent qui ne vient pas du budget du ministère de la Culture. Donc voilà, c'est très important, quoi. Totalement. Et puis c'est pas parce que ça ne participe pas à certains travaux que ça doit pénaliser les autres. Et encore une fois, on est sur l'idée d'une pérennisation un peu des choses, c'est-à-dire une pérennisation d'une enveloppe affectée à la restauration des monuments, une pérennisation un peu
des dispositifs existants, qu'ils soient fiscaux ou qu'ils soient d'ordre législatif, pour permettre de trouver des sous là où on est dans un contexte de restriction budgétaire. Pourquoi se priver de cette source financière, enfin, je veux dire, qui ne coûte rien aux contribuables. Donc ça n'aurait vraiment aucun sens de se priver de cette manne qui, même si elle ne bénéficie qu'à certains, bénéficie quand même à d'autres, hein, tout simplement. Oui, bien sûr. Et puis, c'est une pollution visuelle qui est temporaire. Donc, on a un peu effectivement du mal à comprendre. On peut aussi contrôler le contenu. C'est-à-dire que dans l'absolu, on pourrait imaginer que pour certains édifices, finalement, il y a un peu une main sur le contenu des publicités. On imagine bien qu'il ne puisse pas y avoir certaines publicités sur une église. Mais ça, je pense qu'on doit pouvoir quand même modérer les choses. Voilà. Oui, il y a des choses réglementaires qui peuvent être sans pour autant remettre en cause l'intégralité du dispositif, tout simplement. Quand est-ce que nous serons fixés alors sur ce budget? Est-ce qu'on a... De l'aveu même des personnes que j'ai interrogées hier qui travaillent au ministère de la Culture, eux-mêmes ne le savent pas. Donc j'imagine que ce sera évidemment avant la fin de l'année, bien entendu. À partir du 5 novembre, il y a... Voilà, j'allais dire à partir de... Voilà, ils commencent à analyser le volet dépenses. Donc, là, pour le moment, c'était le volet recettes. Donc voilà. On espère avoir des échos en novembre. Ouais. Mais bon, voilà, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Hein. Même si ce ne sera peut-être pas aussi alarmiste qu'on l'imagine, nous, on est là pour leur dire que le patrimoine, il faut, comme l'a bien rappelé Richard, il faut le sanctuariser. Quoi de plus beau que sanctuariser du patrimoine? Sûr, je dirais, c'est son ADN. Ouais. Le patrimoine doit être sanctuarisé dans ce continuum de traitement et de transmission aux générations futures. C'est dans son ADN. Donc il faut que l'État comprenne ça. Et ça coûtera moins cher à l'État de financer de manière constante, ou en tout cas avec le coût de l'inflation chaque année, ce patrimoine extraordinaire qui fait la beauté de ce pays, plutôt que de raisonner par des systèmes d'à-coups et par plan de relance, où ça va finalement coûter plus d'argent d'avoir à rattraper le retard perdu 1 ou 2 ans avant. Donc, voilà. Je pense que... Alors nous c'est vrai que en termes de budget, nous on va plus se concentrer sur l'exécuté, parce qu'encore une fois, dans cette masse monuments n'appartenant pas à l'État, on ne sait pas quel est le ratio entre les privés et les publics. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que même quand on aura les chiffres, de toute façon, on n'est pas à l'abri d'un projet de loi rectificatif qui, comme l'année dernière, a raboté 100 millions sur le budget patrimoine. Donc ce que je veux dire par là, c'est que on attend de voir un peu sur l'exécuté, comment ça se passe au sein des directions régionales des affaires culturelles, quelles sont les remontées de nos adhérents, pour pouvoir avoir une idée de l'impact finalement de ce projet de ce projet de loi de finances sur les projets de restauration. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie tous les trois pour ces éclairages. Merci. Et puis on attend avec impatience la suite. Oui, voilà, exactement. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission si vous le souhaitez ou découvrir nos autres sujets sur la plateforme YouTube Atrium Patrimoine et Restauration. Merci et à bientôt.